Donc, la première présentation est du professeur Frédéric Boilly, professeur de sciences politiques à l'Université d'Alberta et aussi chercheur associé au CFIR aussi, je crois, qui va nous parler des conspirationnistes de droite, conspirationnistes de gauche, des chassés-croisés. À vous la parole. Donc, conspirationnistes de droite, conspirationnistes de gauche, des chassés-croisés. Des chassés-croisés avec un point d'interrogation, parce que la question que je me pose et la position du problème, c'est que le conspirationnisme, le complotisme, les théories du complot, là, peu importe comment on appelle ça pour le moment, et tout en ayant en tête les distinctions faites par Sylvain Delouvet tout à l'heure, il y a quand même une grille d'analyse qui se déploie selon la logique suivante, c'est-à-dire que le conspirationnisme tel qu'il est présenté aujourd'hui, les théories du complot, sont présentées presque exclusivement comme une propriété de la droite et surtout l'extrême droite. Évidemment, il y a un effet ici, Donald Trump. On en a parlé tout à l'heure, et évidemment, on ne peut pas éviter l'ex-président américain, puisque lors de sa présidence, évidemment, la question des théories du complot a pris une ampleur considérable. Elle existait auparavant. Lorsqu'on consulte la littérature sur le complotisme, les théories du complot, on voit bien qu'il y avait des chercheurs qui auparavant s'intéressaient au phénomène, mais il y a eu un effet Donald Trump, comme ça a été le cas aussi pour la question du populisme, et le complotisme n'y échappe pas non plus, une explosion évidemment des recherches sur le populisme et le complotisme, mais surtout rattaché, disons, à cet épisode de la présidence américaine, ces 4 années très, très mouvementées. Et donc, le conspirationnisme, qui est, comme je le mentionne ici, est vu comme une espèce de propriété exclusive de la droite, est appréhendé foncièrement comme un phénomène irrationnel, ce dont il a été discuté d'ailleurs tout à l'heure, et adopté par des exclus, des marginalisés, à la personnalité politique particulière, qui font en sorte que on a l'impression, d'une certaine manière, que après avoir dit ça, ben on aurait comme fini d'étudier le phénomène, comme si le phénomène était tellement transparent que, d'une certaine manière, ben on n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin et qu'il faut se mettre dans la position, justement, de ce qui a été mentionné tout à l'heure, de ceux là, qui débusquent les fausses nouvelles, et ça a été véritablement aussi une industrie aux États-Unis. 3 interrogations qui structurent mon texte. Est-ce qu'il est approprié, donc, sur le plan théorique, de situer les théories du complot sur un axe gauche-droite? Déjà, l'axe gauche-droite est fortement contesté en sciences politiques, puis en même temps, ben, on l'utilise souvent. On l'utilise souvent parce que, d'abord, beaucoup d'électeurs se situent sur cet axe. Et en tant que chercheur ou en tant qu'observateur, en tant que journaliste, on peut situer des partis politiques qui eux-mêmes souvent se situent sur cet axe gauche-droite. Donc, il y a encore son utilité heuristique, son utilité théorique comme grille d'analyse, même s'il faut mettre beaucoup de bémols à l'axe gauche-droite, parce qu'il peut y avoir d'autres clivages qui viennent s'y ajouter. À partir de là, s'il y a cette utilité, est-ce que les théories du complot se situent davantage sur un des pôles? Avec ce que j'ai mentionné tout à l'heure, on a l'impression qu'effectivement, elles sont agglutinées sur le pôle de droite, sur le pôle républicain, sur le pôle d'extrême droite, et que par conséquent, il n'y aurait pas véritablement de question à se poser, à savoir où sont, sur le plan idéologique, les théories du complot. Est-ce que ça ne serait pas non plus un phénomène qui serait associé aux extrêmes et donc qui dépasserait la question de la gauche et de la droite pour être aux extrêmes, qu'ils soient à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, ce qui a été aussi abordé tout à l'heure. Et donc ça amène à se poser une 3e interrogation. Est-ce qu'il ne faut pas envisager l'idée que le conspirationnisme, comme je l'appelle ici, ne soit pas en train ou soit en train de se développer comme une idéologie autonome dans un paysage idéologique de plus en plus fractionné depuis au moins les 3 ou 4 dernières décennies, tout particulièrement depuis la chute du mur de Berlin. Donc, un fractionnement idéologique où on pensait peut-être que la démocratie libérale allait dominer, mais très rapidement, on s'est aperçu que ce n'est pas nécessairement le cas, et que par conséquent, ben, ça laisserait la place à des nouvelles idéologies, mais plus micro que macro, c'est-à-dire macro au sens de grandes idéologies rectrices
comme le conservatisme, le libéralisme ou le socialisme d'antan. Et il y aurait donc cette place pour de nouvelles idéologies, complotisme et populisme. D'abord, commençons par conspirationnisme de droite et conspirationnisme de gauche. C'est vrai qu'il y a certains chercheurs qui vont vous dire que le conspirationnisme, c'est une propriété de la droite parce que c'est un critère pour déterminer si on a affaire à une pensée de droite. Et là, on va revenir à la Révolution française lorsque la dichotomie gauche-droite apparaît et que du côté de ceux qui se définiront comme à droite ou qui seront définis comme à droite, notamment chez les penseurs contre-révolutionnaires, ben, il va y avoir cette idée que dans cette dynamique-là entre la permanence et le changement, donc un changement brusque, brutal avec la Révolution française, qu'il ne peut pas y avoir eu autrement qu'une sorte de complot pour abattre la monarchie, une sorte de complot pour abattre le catholicisme en France. Et donc, il y a une sorte de complot satanique, de force satanique qui, derrière, grâce à évidemment leurs sbires, parviennent à abattre la monarchie. Donc, ça serait, dès le départ, un critère d'identification de la droite elle-même, parce que le changement, du point de vue de la droite, ne peut pas arriver de manière, disons, avec une explication qui va reposer sur des déterminations sociales, des récriminations de la part de certains groupes et donc qui conduisent à des explosions sociales à un certain moment. L'explosion sociale ne peut qu'avoir été déterminée. Donc, il n'y a pas de hasard ici. Et c'est vrai qu'il y a une majorité de chercheurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui voient le conspirationnisme comme étant surtout à droite. Mais c'est quand même une thèse qui est disputée par certains. Qui est disputée par certains parce qu'ils vont dire, oui, peut-être qu'à l'époque actuelle, c'est-à-dire depuis peut-être les années 2010 tout particulièrement, et depuis la présidence de Donald Trump, avec la pandémie également, le conspirationnisme est venu se greffer à droite, et plutôt aux extrêmes, mais peut-être que si on revient dans le passé, si on revient sur certaines controverses du passé, certaines théories du complot du passé, bien, on va s'apercevoir qu'il y a du conspirationnisme également du côté gauche, et peut-être sur une version un peu plus intellectuelle. Je donne l'exemple ici de deux intellectuels, Noam Chomsky et Naomi Wolf. Naomi Wolf, égérie du féminisme aux États-Unis, qui a été bannie récemment, je crois, de Twitter pour des tweets anti-vaccins, qui a remis en cause aussi l'explication officielle à propos d'Occupy Wall Street, et Noam Chomsky, qui est vu par certains chercheurs et certains intellectuels qui travaillent sur le complotisme depuis un certain temps. Je pense tout particulièrement à Pierre-André Taguieff et ses livres au début des années 2000 sur cette question-là et qui font littéralement de Noam Chomsky une sorte de pape, et je pense que je cite Taguieff dans le texte, de pape du complotisme et du complotisme alter-mondialiste. Et c'est vrai que quand on regarde, ben c'est vrai, en tout cas de mon point de vue, quand on regarde Noam Chomsky, dans certaines façons d'expliquer, et il n'est pas le seul, notamment le système médiatique avec la propagande qui traverse le siècle, qui est même plus efficace que ce qu'on retrouve en Union, ce qu'on retrouvait dans l'ex-Union soviétique, que ce qu'on retrouve même en Chine et dans des travaux récents, des ouvrages récents de Chomsky avec d'autres intellectuels, donc pas ces travaux de linguistes, ces travaux, disons, davantage de militantisme. On retrouve une sorte de structure, je dirais, d'explication par des structures très profondes et comme s'il y avait une intention particulière derrière tout ça, mais en même temps, c'est pas nommé. Je pense qu'ici, ça pose une question pour la sociologie, à savoir jusqu'à quel point on peut invoquer des explications qui vont au-delà, disons, des décisions individuelles. Il y a vraiment ici un élément qui me semble important, mais en tout cas, on ne peut pas écarter l'idée, même si les débats sont très forts autour de Chomsky, qu'il y a peut-être cette dimension-là. Puis en même temps, on serait peut-être dans ce qu'on peut appeler un processus de convergence entre droite et gauche. Ça peut paraître ne pas être le cas pour le moment parce qu'on a l'impression que c'est surtout à droite.
mais il y aura un esprit complotisme qui serait plutôt bien partagé d'un côté et de l'autre, même entre, par exemple, les démocrates et les républicains sur toute la question là, de l'élection volée. Là, je vais y revenir avec ce qu'on appelle l'effet de réverbération. Mais surtout pour expliquer certains événements très marquants. Et là, l'exemple du sida est un exemple qui est plutôt parlant, où on a retrouvé d'abord, au départ, justement, cette idée que c'était le gouvernement américain, c'était l'époque de Ronald Reagan, donc de la part de certains groupes marginalisés, d'intellectuels très à gauche, on disait, c'est nécessairement une sorte de complot, c'est développé par l'État américain, le gouvernement américain, Ronald Reagan qui n'est pas... et un gouvernement à cette époque-là américain qui n'avait pas d'atome crochu, disons, avec les minorités sexuelles. Et donc, il y avait cette théorie du complot qui venait de la gauche, disons, américaine, alors que l'URSS l'utilisait, cette théorie-là, utilisait, disons, l'approche théorie du complot que s'était créée par le gouvernement américain pour discréditer, justement, Ronald Reagan et ses initiatives là, de boucliers anti-missiles et des choses comme ça. Et ça, c'est particulier, cet exemple-là du sida. Il y en a, et juste en passant, parenthèse aussi, la thèse avait été reprise par la suite par l'extrême droite américaine, mais elle accusait l'URSS d'avoir créé le sida. Donc, on voyait une espèce d'effet de réverbération, c'est-à-dire comme si les théories du complot rebondissaient là, comme des balles de billard sur une table. La table en question ici, disons, a été la question du sida, et chacun se renvoyant la balle, mais toujours avec la même structure, le sida, création de gouvernement, ou gouvernement américain, création ultra secrète, ou gouvernement de l'URSS. Et c'est ce qui conduit aussi à cet effet de pollinisation, donc réverbération, le chercheur américain Joseph Ozenski, qui essaie de montrer justement que la question de l'élection volée aux États-Unis, ça rebondit un peu également du côté des démocrates et du côté des républicains, et que finalement, le complotisme est un peu mieux partagé qu'on pourrait le croire. Et donc, l'effet de pollinisation ici, c'est, comme je le mentionne ici, c'est l'élection présidentielle volée, qui revient continuellement. Et donc, comme si on avait des entrepreneurs, et ça, c'est un élément particulier également qu'il faut prendre en considération, des entrepreneurs en complot qui, eux aussi, se chargent de disséminer ces différentes théories de la conspiration ou théories du complot. Ni droite ni gauche, donc aux extrêmes. Ça a été abordé tout à l'heure, et je pense qu'il y a quand même pas mal de recherches maintenant qui montrent que du côté des extrêmes, on se retrouve avec une sorte de complotisme ou de pensée conspiratoire bien partagée. Et ce qui est intéressant ici, c'est que cette hypothèse-là, en fait, elle est là depuis longtemps. En travaillant sur un tout autre texte, je suis tombé sur un article d'Edward Shills, c'est dans les années 50, et qui critiquait la thèse d'Adorno et Horkheimer sur le fait qu'il existerait une personnalité autoritaire, mais une personnalité autoritaire qui serait plus à droite et à l'extrême droite. On est dans les années 50, évidemment, le nazisme vient de passer. Adorno et Horkheimer essaient d'expliquer ça. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une personnalité autoritaire qui expliquerait justement cette montée-là? Et là, Shills, à un moment donné, dans la critique, c'est un ouvrage, un collectif qui est consacré à critiquer cette thèse-là, montre qu'à un moment donné, et c'est pourquoi je vous ai reproduit cette citation-là, que finalement, là, entre l'extrême gauche et l'extrême droite, l'idée qu'il y a des croyances, théories de conspiration, que ce soit du côté des marxistes-léninistes ou du côté de l'extrême droite avec le protocole des sages de Sion, on se retrouve aussi avec une pensée conspirationniste qui est similaire, disons, dans son mode de fonctionnement, dans sa forme, mais évidemment, le contenu va changer. Mais il en demeure pas moins qu'il y a cette idée qu'il y a une espèce de conspiration mondiale en vue d'imposer un nouvel ordre. Et cette illustration se fait dans différents contextes.
L'élection présidentielle française de 2017, il y avait un sondage qui montrait très bien là, à propos là, de 5 théories de la conspiration, 5 théories du complot, que du côté des partisans de Marine Le Pen, mais aussi du côté des partisans de Jean-Luc Mélenchon, donc extrême droite, extrême gauche, même s'il y a tout un débat en France à savoir si le Rassemblement national est bel et bien d'extrême droite maintenant. Mais aussi chez Dupont-Aignan également, plus de partisans, en tout cas de ceux qui s'affichent pour ces partis ou qui se disent pour ces partis qu'il y aurait davantage de partisans des théories du complot. Canada également, un sondage récent du mois de juin 2022 qui a fait pas mal discuter de la maison de sondage Abacus, où on voit justement là, cet effet-là qui joue ici au Canada avec Maxime Bernier, les partisans de Maxime Bernier du Parti populaire du Canada, qui, à mon avis, n'est pas nécessairement un parti d'extrême droite, mais qui est un parti plus radical que ce qu'on retrouve à droite présentement, quoique là, avec Pierre Poilievre, il va peut-être y avoir une course-poursuite vers l'extrême ou le radicalisme, l'extrémisme ou le radicalisme politique. Mais on voit bien 77 contre, 51 pour les conservateurs. Donc, il y a toujours, en fait, dans le sondage, on disait qu'il y avait deux types de profils, ceux qui croient à toutes sortes de théories du complot. On a également sondé sur la question du Forum économique mondial, là, et on retrouvait également les partisans du Parti populaire de Maxime Bernier, plus enclins à croire que les conservateurs, mais en même temps, les conservateurs étaient comme dans le milieu, donc la droite traditionnelle. Et ce qui est important de noter, et ça a été noté tout à l'heure aussi, c'est pas zéro également pour les autres partis. En fait, les Verts, un peu plus élevés que le Parti libéral, mais même les néo-démocrates, on retrouve quand même cette idée-là. Mais il y a des écarts statistiques quand même importants, mais ça montre que c'est un peu partout dans l'espace politique. Et là, c'est peut-être où ça nous amène à la question de la différence de contexte. Et ça devient particulièrement compliqué, là, justement. On a beaucoup entendu, justement, lors de la pandémie, les différences de contexte véritablement importantes pour certains groupes marginalisés, que ce soit du côté des États-Unis ou même du côté également canadien, où il y a une méfiance à l'égard de l'État qui est déjà présente depuis longtemps, depuis même des siècles dans certains cas, et donc d'arriver avec des politiques de vaccination qui se font dans la rapidité, ben, ça a créé chez certains de ces groupes des malaises tout à fait compréhensibles, mais en même temps, ça montre que cette question-là du contexte doit être prise en compte et ça amène particulièrement, et ça, il y a des équipes de chercheurs qui travaillent sur ces questions, mais même à l'intérieur du Canada, je pense qu'on a intérêt également à regarder les différences de contexte. Je penserais notamment au fait, par exemple, que du côté, par exemple, de l'Alberta, c'est ancré dans la culture politique l'idée que le gouvernement fédéral, qui est souvent, très souvent libéral, met en place des politiques, pas simplement qui vont avoir un impact sur l'Alberta ou l'Ouest canadien, mais qui sont particulièrement faites pour avoir précisément cet impact. Et en conclusion, ben, ça m'amène à me poser la question, est-ce qu'on ne serait pas en face d'une nouvelle idéologie autonome pour lutter contre l'incertitude, lutter aussi contre l'incertitude, mais dans un contexte aussi de fragmentation idéologique. Ici, je reproduis la citation de Thomas Milan Kunda dans son Conspiracy of Conspiracies, comme si on était rendu maintenant à un autre niveau, je ne sais pas trop comment le traduire, même en français. À mon avis, il est encore trop tôt pour affirmer qu'il y a véritablement une idéologie conspirationniste qui est en train de s'autonomiser. Mais ce qu'on peut dire, et ça peut nous laisser entendre qu'on s'en va peut-être de ce côté-là, de la même façon qu'on y va également avec le populisme, c'est qu'on a une série d'au moins 4 grands facteurs qui permettent de penser ça, et parce qu'ils constituent d'une certaine façon une sorte de terreau favorable à tout ça. Je les passe rapidement parce que c'est ma conclusion. Mais le premier, bon, c'est l'affaiblissement et la fragmentation des grandes idéologies rectrices. Je l'ai déjà mentionné.
Mais les grandes idéologies telles qu'on les connaissait jusqu'à les années 90, perdant de leur pouvoir d'attraction, ben, ça laisse une place à des micro-idéologies, ce qu'on peut appeler des macro-idéologies, comme le conservatisme ou le libéralisme, laisse la place à des micro-idéologies. Deuxième facteur, c'est l'affaiblissement des grandes religions, qui ouvre aussi une porte ici à des micro-religions, des sectes et toutes choses de ce goût-là, de pouvoir aussi s'ancrer ancrer leur message dans la société. Le troisième, c'est l'affaiblissement de la confiance qui affecte, comme je le mentionne ici, vraiment à des degrés variables les démocraties occidentales. Certaines ne sont plus affectées que d'autres, mais ça constitue un puissant facteur également. Confiance qui se transforme même en méfiance et défiance. J'ai vu dans le programme qu'on va en parler. Je termine, quatrième facteur. Bon, le facteur technologique, la toile et les médias sociaux qui permettent cette dissémination-là beaucoup plus rapide qu'auparavant. On a évoqué tout à l'heure JF Kennedy, une théorie du complot qui prenait beaucoup de temps et qui même, en fait, je pense qu'il y a un effet générationnel. Lorsqu'on en parle avec des jeunes de 20, 22, 23, 24 ans, on dirait qu'ils ne sont pas vraiment au courant de cette théorie-là, alors que nous, on a été, nous, les plus vieux, les 40, 50 et presque 60 ans, on en a beaucoup entendu parler, les films d'Oliver Stone. Je pense qu'il y a aussi cet effet générationnel-là qui commence à se manifester également du côté des théories du complot. Et donc, je termine avec ça. Merci, Frédéric.